Un taux d'incidence qui a doublé en l'espace de 3 semaines. La situation sanitaire se dégrade rapidement dans le département. Le taux d'incidence atteint quasiment les 500 cas pour 100 000 habitants. Selon les dernières données de Covid Tracker, 106% des lits de réanimation sont occupés par des patients Covid. Le taux de positivité, lui, est passé de 9,4 à 11,2% en une semaine. Alors que plane, vous le savez, l'ombre de nouvelles restrictions. Comme chaque mercredi, un conseil de défense doit se tenir demain matin autour d'Emmanuel Macron. Le chef de l'État doit notamment étudier les derniers chiffres en sa possession pour adapter sa stratégie. Selon son entourage, il pourrait prendre la parole peut-être demain soir, en tout cas dans les prochains jours. Alors doit-on craindre un confinement plus strict? Êtes-vous prêt à l'accepter? Corentin Marabeuf vous a posé la question. Je pense que si c'est nécessaire, il faudra y venir, mais bon, c'est une bonne option, je ne sais pas. Mais enfin, pour la France, je pense que ce serait peut-être pas mal. Je ne sais pas si c'est la bonne solution, mais de toute façon, on sera bien obligé de suivre. Et nous, forcément, moi j'ai la chance d'être en congé parental à ce moment-là, donc je serai loin d'être la plus embêtée des parents d'élèves, mais c'est sûr que pour certains autres, ça va être un peu compliqué. C'est difficile de se positionner parce qu'il y a beaucoup trop de facteurs en compte, c'est-à-dire qu'il y a le sanitaire qui prime, mais il y a aussi l'économie qui, on ne peut pas l'oublier, et il y a des départements qui sont presque pas touchés. Donc moi je me dis, faut voir, est-ce que la solution du tout confinement c'est la meilleure? Je suis pas sûre, mais on s'adapte en fait en fonction des préconisations. Autre sujet que le chef de l'État doit trancher, les écoles peuvent-elles rester ouvertes alors que le virus circule activement dans notre département et que de nombreuses classes ferment, surtout depuis hier, et la mise en place d'un protocole sanitaire beaucoup plus strict. En attendant, c'est le dépistage qui s'intensifie. 17 000 tests salivaires sont en moyenne effectués chaque semaine dans l'Académie de Lyon. Exemple ce soir à Neuville-sur-Saône avec Cédric Adam. Tu tournes, tu vas baisser ta tête. Tu vas coller tes lèvres vers le gobelet et tu salives, ça coule. Cette semaine, c'est au tour des 5 établissements maternels et primaires de Neuville-sur-Saône d'inaugurer les tests salivaires. Avec les nouvelles mesures concernant les écoles, leur mise en place continue de s'intensifier. On est à côté d'eux, on regarde, on supervise, on leur explique comment faire. On leur explique bien qu'il faut garder pendant plus de 20 secondes la salive dans la bouche et après ils ont juste à saliver bien sûr. Alors même si les enfants ne sont pas encore trop habitués, cette méthode de test est mieux adaptée à leur tranche d'âge. C'était pas trop bizarre, non, c'était plus agréable que le test PCR. C'était difficile de cracher parce que tu savais pas s'il y en avait assez, pas assez. Mais ça n'a pas duré très longtemps. Des tests qui seront désormais réédités tous les 15 jours et les établissements ne sont pas choisis par hasard. L'Académie travaille avec l'ARS pour cibler les zones où le virus circule fortement. Nous avons un taux de positivité qui est de l'ordre de 0,5%. Mais bien évidemment, chaque fois qu'un élève est repéré avec la Covid, nous le mettons à l'isolement. Et donc à partir de maintenant, nous allons procéder à la fermeture de la classe. Sur la semaine du 15 au 19 mars, dans l'Académie, ce sont près de 17 000 élèves qui ont été testés. Un nombre qui devrait continuer d'augmenter durant les prochaines semaines. Ils ne sont que 2 laboratoires en France à développer des traitements anti-Covid avec des anticorps anticlonaux. L'un d'eux se trouve dans la région lyonnaise, un traitement qui passe en phase clinique au mois de juin et qui est bien sûr un espoir pour tous les patients atteints du Covid. Mélanie Ferreira. Le contenu de ce flacon pourrait bien vaincre le Covid-19. Il contient des anticorps prélevés sur des chevaux et purifiés en laboratoire. Un traitement qui pourrait être administré à l'hôpital à des patients atteints du virus. La stratégie, c'est de gagner du temps par rapport à la réponse immunitaire naturelle des malades atteints de Covid-19 en apportant directement un anticorps qui va bloquer la multiplication du virus dans l'organisme et du coup permettre de stopper l'évolution de la maladie. Objectif affiché, diminuer de 50% les patients qui basculent en réanimation. Les tests cliniques doivent débuter au mois de juin. On a également mené déjà des tests précliniques qui montrent vraiment une bonne efficacité de notre produit. Également sur les variants qui circulent actuellement, dont on entend pas mal parler. Donc là, on a vraiment bon espoir en réalisant ces essais cliniques qui soient positifs et de pouvoir attaquer la production de plusieurs milliers de traitements d'ici la fin de l'année.
Mais pour avancer dans son projet, le laboratoire médical a besoin de 11 millions d'euros. Pour cela, il fait appel à des investisseurs privés, mais espère aussi un coup de pouce des États. On discute aussi avec les gouvernements en fait pour dimensionner le besoin et donc de pouvoir finalement partager le risque et de pouvoir anticiper cette fois-ci sur les traitements et de les avoir le plus tôt possible. L'entreprise biopharmaceutique espère proposer le traitement d'ici Noël. Le monde de la petite enfance mobilisé aujourd'hui à Lyon. Plusieurs centaines de personnels de crèches ont manifesté contre la réforme des modes de garde prévue par la loi Taquet. Ce projet de loi, initié par le secrétaire d'État chargé de l'enfance et des familles, a été lancé au mois de janvier. Cette réforme prévoit notamment de réduire le taux d'encadrement des professionnels en passant d'un professionnel pour 6 enfants au lieu de 5 aujourd'hui qui ne marchent pas ou 8 enfants pour ceux qui marchent. Écoutez Amandine Pétillard, trésorière de la Fédération nationale des éducateurs de jeunes enfants. Elle est au micro d'Hugo Frances. Ils veulent passer à 5,5 mètres carrés par enfant. Alors ça peut vous paraître beaucoup, mais en fait dans ces 5,5 mètres carrés, il y a des mètres carrés pour les dortoirs, pour les lits des enfants, il y a des mètres carrés pour les faire manger, il y a les mètres carrés qui sont aussi pris sur les salles de change. Donc voilà, il faut savoir que les jeunes enfants, la vie en groupe, c'est générateur de beaucoup de conflits qu'il faut gérer, et plus on a d'espace, moins le groupe est en conflit et plus la sérénité de tout le monde est mise en avant. Dans l'actualité également, ce soir, Villeurbanne a été désignée première capitale française de la culture. C'est un label qui a été lancé par le ministère de la Culture. On va en parler dans un instant avec Jérémy Pain. Mais d'abord, la réaction du maire de Villeurbanne, Cédric Van Stevendel. Je crois que dans la candidature qui est retenue aujourd'hui, le fait que ces acteurs de la culture, à Villeurbanne, mais aussi sur toute la métropole, se soient mobilisés pour nous soutenir, a compté certainement dans la décision. C'est un projet qui part de ce que les habitantes et les habitants souhaitent, et on sait qu'ils ont envie de culture, qu'ils ont besoin de culture, et nous on se réjouit que même si on est encore dans un moment où on risque de passer quelques semaines un peu difficiles, il y ait une sortie qui se préfigure, on l'espère pour septembre, et qui nous permettra de nous retrouver, de retrouver la culture et de reprendre du plaisir. Alors Jérémy, Villeurbanne, capitale française de la culture, ça veut dire quoi? Ça va servir à quoi? Alors Villeurbanne va recevoir 1 million d'euros de dotation de la part du ministère de la Culture et de la Caisse des dépôts. Une somme qui viendra s'ajouter au budget de la ville, un accélérateur pour les projets culturels centrés sur la jeunesse. Il faut savoir que 50% des habitants de Villeurbanne ont moins de 30 ans. Dans les faits, ce sont 25 mini-centres culturels qui vont voir le jour dans les différents établissements scolaires de la ville pour familiariser les jeunes à la culture. Il y aura de nombreux festivals pendant cette année en lien avec les différents lieux culturels de la ville, pour ne citer que le Théâtre National Populaire, le TNP donc, le Théâtre de l'Iris, le cinéma Zola, mais aussi avec d'autres grandes institutions de la métropole comme l'Opéra de Lyon ou la Maison de la Danse. Le point important de ce projet, ce sera une grande fête de la jeunesse au parc de la Fessine à l'été 2022. Et puis en attendant, les élus villeurbanais espèrent que la saison culturelle débutera en juin si possible avec le Festival du Livre Jeunesse. Merci Jérémy pour toutes ces explications. L'UEFA a accepté aujourd'hui la demande de report du quart de finale retour de Ligue des Champions entre l'Olympique Lyonnais et le PSG. Il devait se jouer demain soir, mais plusieurs cas de Covid ont été détectés dans l'effectif lyonnais. Résultat, l'instance européenne doit trouver une nouvelle date. Seul impératif, le match doit avoir lieu avant le 20 avril inclus, la demi-finale aller étant programmée le week-end du 24 avril. Écoutez Jean-Michel Aulas au micro d'Édouard G. On discute pour que le match soit reprogrammé le plus vite possible. On espère que ça puisse être au moment où on devait jouer le Havre. En tout cas, il faut que le 20, on ait fait le match du Havre qui sera donc en championnat, et puis le retour qualificatif pour la Coupe d'Europe. Et puis en bref, sachez que Marcelo a prolongé lui aujourd'hui son contrat avec l'Olympique Lyonnais. Le défenseur central brésilien arrivé en fin de contrat, il est désormais lié avec le club, vous le voyez, jusqu'en 2023.